Le Congo-Brazzaville. Proposition pour une transition non conflictuelle et apaisée. Le Congo-Brazzaville est en faillite totale. Nous sommes au sommet de la crise. Face à la tragédie actuelle, le pouvoir montre une surdité sans égale. Nous ne pouvons pas laisser le pays continuer d'aller au chaos. L'ampleur de la faillite financière et ses conséquences sociales tragiques, insolvabilité de l'État, cessation des paiements courants, pénurie chronique d'électricité, d'eau potable et de carburant, perte de pouvoir d'achat et aggravation de la paupérisation des populations, explosion exponentielle de la morbidité et de la mortalité sur l'ensemble du territoire national, fractures sociales, etc. Appelle des réponses fortes, appropriées et urgentes, car du nord au sud, de l'est à l'ouest de notre pays, la pauvreté explose. La souffrance se répand partout. La désespérance est très grande. La colère est immense. Le désir d'un vrai changement de logiciel politique est profond. Pour faire renaître l'espoir dans un pays aujourd'hui totalement dévasté, l'RD se doit de donner un signe, de délivrer un message, d'indiquer le chemin vers l'avenir. D'autant plus que sur le plan politique et sécuritaire, la situation du pays est explosive. Le Congo est assis sur un volcan qui peut exploser à tout instant. Ça sent la poudre. Tout peut déraper à tout moment. Les contradictions entre les clans du pouvoir qui se disputent la succession du président de la République en exercice se sont exacerbées de façon très dangereuse pour le pays. Chaque clan candidat à la succession est vent debout et affûte ses armes pour prendre de vitesse ses rivaux. Ces luttes internes au pouvoir font courir au pays le risque d'un retour des guerres fratricides à répétition, à l'instar des guerres de 1993-1994, 1997, 1998, 1999, 2016, qui ont endeuillé très fortement le pays et engendré de l'éditement de l'unité nationale et de la concorde nationale. Le Congo peut-il sortir du cauchemar sociopolitique? Assurément oui, mais à condition de réformer en profondeur la gouvernance actuelle et favoriser les interactions entre l'État, la classe politique, la société civile, la participation de tous, la recherche du consensus et la construction des conditions permissives d'un vrai vivre ensemble. L'histoire enseigne que les guerres fratricides à répétition sont contre-productives. Nous sommes résolument contre le recours à la violence sous toutes ses formes comme méthode de conquête, de gestion et de préservation du pouvoir. Dans l'intérêt de la paix sociale, de l'unité et de la concorde nationale, nous militons pour une solution politique de sortie de la crise multidimensionnelle et gravissime qui plombe actuellement le Congo. La lucidité sur l'état du pays commande de tirer toutes les leçons du drame actuel et de proposer des stratégies efficaces de sortie de crise. Stratégies fondées sur le principe selon lequel, pour guérir un mal, il faut l'attaquer à ses causes. En effet, à de vrais problèmes, il ne faut jamais apporter de fausses solutions. Or, une analyse fine de l'actualité de notre pays révèle que la gouvernance politique à l'œuvre aujourd'hui a plongé le Congo dans un chaos total. Profondément préoccupé par l'effondrement actuel du pays et les bruits de bottes qui résonnent très fort dans les cercles du pouvoir, l'RD formule deux catégories de mesures alternatives dans le dessein de sortir le Congo de façon pacifique du chaos actuel. Ces mesures portent d'une part sur le rétablissement de la liquidité de l'État et de la liquidité générale de l'économie, et d'autre part sur la création des conditions permettant de maintenir la paix sociale et l'unité nationale. 1. Les mesures urgentes de rétablissement de la liquidité de l'État et de la liquidité générale de l'économie. Pour faire face à la situation actuelle, marquée entre autres par la cessation des paiements courants et l'urgence sociale
l'aide propose 20 mesures urgentes. 1. La restauration de la liquidité de l'État et de la liquidité générale de l'économie, de l'équilibre des comptes internes et externes des paiements courants par le rapatriement effectif de toutes les recettes d'exportation et la gestion transparente des recettes tirées de la vente du pétrole. Pour ce faire, il est impératif que la SNPC, société publique, soit instamment priée d'exécuter rigoureusement la convention État-SNPC, signée le 30 juin 2001, qui dispose: la SNPC doit transférer au Congo et au profit du Trésor public les recettes de toutes les ventes de la part du brut du Congo, après déduction de 1,69% du produit de la vente pour sa rémunération. Ce, 8 jours après l'encaissement de la valeur des ventes. Or, depuis sa création, en violation flagrante de cette convention, la SNPC ne rapatrie pas au Congo, au profit du Trésor public, les revenus générés par la vente de la part du brut de l'État. Le temps est venu de l'y obliger. La faillite financière actuelle nous y contraint. De même, un audit et une réforme en profondeur de la SNPC s'imposent dans les meilleurs délais. 2. L'interpellation du Premier ministre par le Sénat et l'Assemblée nationale sur les 14 000 milliards de francs CFA d'excédent budgétaire dédiés aux générations futures, afin qu'il exige de l'ancien ministre de l'Économie et des Finances, M. Gilbert Ontongo, qu'il dise au peuple congolais dans quel pays et dans quel compte bancaire sont logés les 14 000 milliards de francs CFA qui, selon lui, étaient logés dans un compte de stabilisation dans les écritures de la BAC. Or, des sources bancaires informées affirment, preuve à l'appui, que ce compte a existé, mais son avoir n'a jamais excédé 1000 milliards de francs CFA. Les mêmes sources indiquent qu'à ce jour, ce compte n'existe plus à la BAC. Où donc sont passés les 14 000 milliards de francs CFA d'excédent budgétaire dédiés aux générations futures? Le temps est venu de les rapatrier sans délai au Congo, au profit du Trésor public. La fuite des capitaux est un obstacle majeur au décollage du Congo. 3. La mise en place d'une commission ad hoc, composée d'experts financiers, des avocats, des acteurs politiques aguerris et des spécialistes du renseignement financier qui, en s'inspirant des expériences positives des pays comme le Nigeria, l'Angola et l'Arabie saoudite, sera chargée de formuler des propositions concrètes, efficaces et réalistes en vue du rapatriement au Congo de l'argent public soustrait par des tiers et placé à l'extérieur dans des comptes privés. Cette commission devra travailler dans la discrétion la plus totale, car l'argent n'aime pas le bruit. Si l'on veut donner la moindre chance à l'opération de réussir, il faut le secret absolu. Le dossier confidentiel défendu. Ce sera donc silence et radio. Rien ne doit filtrer. La commission devra en outre faire beaucoup de pédagogie. 4. L'ouverture de négociations bilatérales entre l'État congolais et la Banque Crédit Suisse en vue de la récupération des 1000 milliards de francs CFA de la vente de pétrole de l'État congolais gelés dans les comptes Johan Ganzion pour soupçon de détournement de deniers publics. En effet, en janvier 2011, la société suisse Gonvor avait signé avec la SNPC un contrat sur l'enlèvement des 19 cargaisons de quelques 920 000 barils chacune et valant 100 millions de dollars de la cargaison, soit un total de près de 1000 milliards de francs CFA. Cette somme avait été logée dans une banque suisse, Clariden, Cependant, la somme avait été versée non pas dans le compte de Maxime Gandion, l'agent officiel du Gonvor, mais dans celui de son fils, Johan Ganzion, qui n'entretenait aucune relation d'affaires avec la société Gonvor. À partir du compte de Johan Ganzion, de nombreuses sorties d'argent étaient opérées en direction de Hong Kong, dans le compte d'une société dénommée Atis, alors
que le compte de Johan Ganzion n'était pas un compte courant, mais un compte de placement de gestion de fortune. En janvier 2011, lorsque le Crédit Suisse absorbe Clariden Le, à sa demande, le ministère public de la Confédération helvétique a ordonné une enquête judiciaire sur le projet pétrolier du contrat de Gonvor au Congo-Brazzaville. À l'issue de cette enquête, les comptes bancaires de Johan Ganzion ont été bloqués et le Congo n'a pas pu entrer en possession des 1000 milliards de francs CFA produits de la vente des 19 cargaisons de janvier 2011. Le temps est donc venu pour l'État congolais de négocier avec le Crédit Suisse la restitution de cette somme. 1.5. La clôture du compte bancaire de l'État à la Banque postale du Congo et le recentrage des ressources financières de l'État au Trésor public. Ce dernier ne peut disposer de compte qu'à la Banque centrale. 1.6. La nécessité absolue de connaître l'identité ou des actionnaires des entreprises installées au Congo-Brazzaville dans le dessein d'empêcher d'éventuels conflits d'intérêts et de possibles détournements de deniers publics par l'intermédiaire des sociétés écrans. 1.7. La levée dans le même esprit de l'opacité des circuits financiers en exigeant que tous les bénéficiaires économiques soient identifiés. 1.8. La création au niveau du Trésor public d'un comité de surveillance de la transparence des transactions financières. 1.9. La création au niveau des impôts d'une haute autorité de transparence financière. Et 1.10. La création au niveau de la douane d'une brigade du renseignement douanier chargée de traquer la fraude douanière. 1.11. Le retraitement particulier de la dette publique du Congo envers la Chine. Selon les Panama Papers, 6 hauts responsables du Congo-Brazzaville possèdent à eux seuls, dans leurs comptes privés dans les banques chinoises, la somme de 16 millions de dollars, soit près de 9 milliards 840 millions de francs CFA. Au lieu que l'État congolais demande aux intéressés de rapatrier cet argent au Congo, il leur demandera de le lui restituer sur le marché financier chinois. Une fois cette somme logée dans un compte extérieur du Trésor public congolais en Chine, l'État congolais engagera des négociations d'État à État avec la Chine sur l'utilisation des 16 millions de dollars. Dans cette optique, l'ARD propose que cette somme soit utilisée en remboursement partiel de l'encours de la dette publique congolaise envers la Chine, soit 1 300 milliards de francs CFA, selon l'ancien ministre des Finances Rigobert Andéli, tout en proposant à la partie chinoise une restructuration du solde. 1.12. Le lancement des opérations de recouvrement des créances de l'État congolais sur certains États africains, tels la Guinée-Conakry, le Tchad, la République centrafricaine, le Togo, le Niger, soit près de 194 milliards de francs CFA. 1.13. La réalisation par des cabinets indépendants de réputation internationale des outils des effectifs de la fonction publique, de l'armée, de la gendarmerie, de la police nationale, des retraités de la CREF et les étudiants boursiers du Congo en vue de réaliser des économies sur la masse salariale par l'élimination des fonctionnaires et des retraités fictifs, ainsi que des faux boursiers. 1.14. La suppression des emprunts gagés sur le pétrole sous forme de prépaiement ou d'avance à court terme obtenus auprès des négociants en pétrole. 1.16. La systématisation des appels d'offres dans les attributions des marchés publics. 1.17. L'amélioration de la qualité de la dépense publique par le renforcement de l'indépendance des structures de contrôle, la Cour des comptes et de discipline budgétaire, l'inspection générale des finances, le contrôle général d'État, le Parlement, la haute autorité de lutte contre la corruption. 1.18. L'instauration d'une bonne gouvernance budgétaire pour éviter de s'endetter lourdement et inconsidérément en respectant scrupuleusement le ratio dette-PIB fixé à 70% pour les États de la zone CEMAC. 1.19. Le conditionnement de tout emprunt extérieur à la vérification de son utilisation réelle au profit du développement du pays et de l'intérêt général. 1.20. La réduction du train de vie de l'État par des mesures fortes
et appropriées. Grand 2, les mesures politiques. 2.1. La convocation dans l'urgence d'un véritable dialogue politique national rassemblant sans exclusive des représentants de toutes les forces vives du pays. Dialogue devant durer 5 jours au maximum et ayant pour objectif d'élaborer de façon consensuelle des réponses fortes et adaptées aux défis auxquels le Congo est confronté aujourd'hui. 2.2. L'ouverture d'une période de transition d'une durée de 2 ans maximum. 2.3. La mise en place d'un gouvernement de transition de 28 ministres au maximum. 2.4. La mise en place d'un conseil national de transition de 129 membres, un par district et un par arrondissement des villes. Le critère de choix étant l'égalité parfaite entre les représentants de la mouvance présidentielle et ceux de la mouvance oppositionnelle. 2.5. L'élaboration de la feuille de route du gouvernement de transition, notamment les mesures d'urgence visant la restauration de la liquidité de l'État et de la liquidité générale de l'économie, de l'équilibre des comptes internes et externes, des paiements courants. 2.6. L'élaboration d'une charte de transition complétant la Constitution et clarifiant les rapports entre les 3 institutions de la transition, la présidence de la République, le CNT et le gouvernement. La relation entre les 2 têtes de l'exécutif sera équilibrée. Le président de la République sera un arbitre, c'est-à-dire le garant du bon fonctionnement des institutions de la République, au-dessus de la mêlée et des logiques partisanes. Il présidera. Le gouvernement mettra en musique la feuille de route du gouvernement de transition, c'est-à-dire exécutera toutes les mesures consensuellement adoptées par le dialogue politique national inclusif et le Premier ministre gouvernera. Quant au CNT, il votera les lois nécessitées par l'exécution de la feuille de route du gouvernement de transition. Il contrôlera l'action gouvernementale et évaluera les politiques publiques pendant la période de transition. 2.7. L'élaboration d'un code de bonne conduite entre les 3 institutions de la transition pendant la période transitoire. 2.8. L'instauration d'une gouvernance démocratique, rationnelle, transparente, sociale et participative. 2.9. L'adoption d'une nouvelle loi portant nouveaux critères de création et de fonctionnement des partis politiques et des associations de la société civile et obligation pour chaque parti et pour chaque association de se conformer rigoureusement aux dispositions de la nouvelle loi. 2.10. L'adoption d'une loi portant lutte contre les replis identitaires, sectaires, comme le népotisme, l'ethnocentrisme, le régionalisme, préférences ethno-régionales et séparatisme. 2.11. L'adoption d'une loi portant lutte contre les comportements déviants, notamment la corruption, la concussion, les détournements de deniers publics, l'enrichissement illicite, l'appropriation personnelle des biens de l'État, le noyautage clanique des postes de ses responsabilités au sommet de l'État. 2.12. L'adoption d'une loi érigeant la méritocratie, l'exigence de qualité, le mérite personnel, l'expérience et l'excellence en critères de recrutement dans la fonction publique et de promotion au poste de responsabilité. 2.13. L'élaboration d'un cahier de charges en vue de la refondation du système électoral à l'œuvre depuis 2002 et l'adoption d'une nouvelle loi électorale impartiale et impersonnelle. 2.14. L'adoption d'une loi portant garantie réelle de la liberté de pensée, d'opinion, d'expression, de presse, de réunion, de manifestation et de cortège, ainsi que le libre exercice des activités des partis politiques. 2.15. L'adoption d'une loi portant dissolution de tous les groupes violents, américains, arabes, africains fâchés, colonna, de toutes les milices privées, de toutes les écuries rattachées à certains officiers, de certaines milices privées déguisées en service de gardiennage, le tout pour restaurer une paix sociale véritable dans le pays. 2.16. L'adoption d'une loi portant libération des prisonniers politiques. 2.17. L'adoption et la signature par toutes les parties au dialogue d'un engagement solennel à respecter la parole donnée et les engagements pris. Au total, les mesures financières et politiques proposées supra permettront, à n'en pas douter, d'une part, à notre pays de sortir de façon pacifique de l'incendie dévastateur qui menace de mettre à feu et à sang, et d'autre part, au peuple congolais de vivre des jours heureux.
et à Brazzaville le 26 octobre 2026 pour la conférence des présidents